oh, toi là, tu fais quoi sur le mur? Waouh! Quelle frayeur. Ouais, bon, je vais reprendre un peu mes émotions. Bon, ce genre de situation, ça m'est arrivé tellement de fois. Me faire courser, contrôler. Ça m'est même arrivé à New York. C'était en 99. La Mecque du graffiti, quel honneur. Sauf qu'on est en plein Giuliani, le maire, tout le monde le connaît, il a instauré la tolérance zéro. Donc je suis dans Manhattan, une perpendiculaire à Broadway, la rue est calme. Un pote à moi est derrière pour faire le guet, pour voir si tout se passe bien. Il y a juste un mec qui est assis sur les marches. Je sors mes bombes comme d'habitude. Je commence. Hop, clé au bras. Menottes, insulte. En fait, le mec qui était assis était un flic en civil. Pas de chance. Il m'emmène au poste, puis au central. Je suis fiché, photographié comme un bandit. Et on me retrouve en cellule avec une 50aine de personnes. Cellule bien dégueulasse, bien sûr, où on ne peut pas s'allonger. Des cafards qui grouillent dans tous les sens. Un unique chiotte au milieu de la cellule. Bonjour l'intimité. J'y passerai 30 heures. Voilà, il y a un seul avocat, commis d'office pour tout le monde. Donc c'est la bataille pour savoir qui va passer. Et quand vient mon tour, il m'explique que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le propriétaire du mur. Et qu'aux États-Unis, on ne sort pas tant que le procès n'a pas eu lieu. Donc voilà, il sent mon désarroi, etc. Et très professionnellement, va prendre sur son temps de pause du midi pour aller voir le mur en question et se rend compte qu'en fait, le mur était déjà bien tagué et plein d'affiches. Donc il arrive à négocier avec le procureur pour que je puisse sortir. Je m'en sortirai avec $500 d'amende. Et avec la promesse de ne pas revenir sur le sol américain. C'était pas sans compter sur mon côté têtu, puisque je reviens en 2006 et en 2007 invité par une galerie pour exposer des toiles. Et en parallèle, j'irai de nouveau dans la rue exorciser ma peur. Merci. Donc j'y retourne dans la rue, mais cette fois-ci un peu plus intelligemment. Voilà, donc en fait tout commence quand j'ai 16 ans, en 1989, à la Ravine des Cabris. On est bien loin du tumulte new-yorkais, bien sûr. Petit village, pas encore très urbanisé. Et je fais, si j'arrive à avoir la télécommande qui est là, un magnifique chef-d'œuvre sous un pont, que je nomme Wall, avec le recul. Voilà. C'était pas tant le chef-d'œuvre qui m'intéressait, c'était surtout de franchir le pas de l'illégalité. Moi qui avais été un adolescent si sage, si discipliné, à un moment donné, je passais une étape supplémentaire. Bon, je vous rassure, j'ai volé personne, je violais personne, c'était juste une peinture sur un mur, rien de très grave au final. C'est ça qui m'intéressait. Et je me suis vite rendu compte que le but pour moi, c'était pas de détruire, de détériorer des biens, c'était au contraire de les embellir, d'apporter de la couleur et de la gaieté. En fait, tout a commencé avec ce livre. C'était en 80, donc toujours 89. Ce livre, c'est un petit peu une bible pour tout graffeur qui se respecte. Ça a été le premier livre qui est sorti sur les graffitis new-yorkais. À ce moment-là, je fantasme, avec ma petite vie paisible de provincial, sur donc les bleds, les signes, les quicks qui traînent dans les dépôts de train pour aller peindre des wagons entiers et braver les interdits. Donc, je me dis, pour faire comme eux, il va falloir que je trouve un pseudo, parce qu'à la Ravine des Cabris, si je signe avec mon prénom, je vais vite me faire repérer. Donc, je fais un anagramme en fait avec mes différentes initiales de mon nom de famille et de mes différents prénoms de l'état civil, et je tombe sur le J, le A, le C, le E, le J, ce que vous connaissez, qui sera repris après par Patrice comme Jas. Voilà. Et donc voilà, j'en suis là à ce moment-là. Ensuite, à 17 ans, le bac en poche, je monte à la capitale, Saint-Denis. À quoi? C'est la capitale. Hein. Et donc un nouveau terrain de jeu s'offre à moi, et surtout l'indépendance, le fait de pouvoir sortir, rentrer comme je veux.
Et à ce moment-là, je sors soit seul, soit avec mes acolytes de l'époque, Tosh, Soto, Richie, Pop, avec qui on forme un crew, et on va glaner à droite à gauche différents graphes sur les routes. Mais bon, mon matériel, je le récupère en fait en allant faire des décos de magasins, de bars, donc j'achète rien. La belle vie, quoi. Puis au bout de 2-3 ans, à écrire mon nom à droite, à gauche, je commence à ressentir une certaine lassitude. Et je ressens aussi, comment dirais-je, j'ai l'impression d'être un pion parmi tant d'autres. Le graffiti commence à exploser à La Réunion, on commence à voir des peintures un petit peu partout, et j'ai l'impression de me mêler un petit peu à la masse. L'idée maintenant, c'est de pousser le jeu un petit peu plus loin, repousser les limites, et essayer de trouver une identité un peu plus forte, quelque chose que les gens puissent reconnaître au premier coup d'œil. Là, on est en 92, et c'est là qu'apparaît le gouzou. Tac. Le gouzou que vous connaissez peut-être, je ne sais pas, je ne vois pas très bien. Ah oui, donc ça c'était la période un petit peu avant, excusez-moi, donc, où je me prenais pour un graffeur de métro. En fait, il n'y avait que des vieux bus, donc voilà. Et voilà. Donc ça c'est le gouzou. Merci. Voilà, ça c'est le premier officiel. D'ailleurs, j'avais dit dès la première fois, je l'ai baptisé, appelez-nous gouzou. Donc voilà, là je commence un petit peu à traîner la rue et à essayer d'avoir une réflexion supplémentaire par rapport au support. Non pas utiliser un mur lambda, mais d'essayer en fait d'interagir et d'avoir une démarche un petit peu plus artistique en fait par rapport au support et un peu plus de respect par rapport au support sur lequel je vais apposer ma peinture. Puis en 93, je pars en métropole, continuer mes études. Et donc j'ai le DUG en poche et je pars donc en métropole, ouvrir de nouveaux horizons, partir voyager, faire des rencontres, partager avec d'autres graffeurs aussi. Et puis il m'arrive des dizaines et des centaines d'histoires que j'aurais pas le temps de vous raconter malheureusement ici. Mais voilà, je continue à vivre. La monotonie de l'atelier, je ne la connais pas puisque l'atelier c'est la rue. Et chaque sortie est différente à chaque fois, quoi. Donc je sors la nuit, le jour, qu'il vente, qu'il pleuve. Rien ni personne ne pourra m'empêcher à aller pouvoir m'exprimer, quoi. D'ailleurs, l'armée me rattrape, puisque j'ai repoussé avec les études, mais à un moment donné, je suis bien obligé de la faire. Et je trouve le moyen de passer responsable graffiti dans une association dans le civil. Donc je m'en sors comme ça. À l'arraché, j'arrive à avoir ma licence. Je n'avais pas les mêmes facilités que les personnes qui sont venues avant, les doctorants. Et fier de tout ce succès, je rentre à La Réunion, le torse bombé, en me disant « ça y est, je vais vivre de ma peinture à La Réunion ». C'était un projet un petit peu ambitieux. Je me suis pris quelques revers, mais je ne me suis pas découragé. Et en 2000, Sophie d'Arsenic, la galerie Arsenic de l'Étang-Salé, m'accueille dans son lieu pour faire une exposition. Et insiste pour que je monte un dossier de création auprès de la DRAC. Bon, j'étais un peu réticent, et puis insiste tellement que je le fais, et finalement, avec le recul, c'était vraiment pas une bonne idée, puisque d'une, au moment de l'entretien, ils avaient perdu mon dossier, et puis de deux, je me suis fait humilier en me disant « mon gars, tu veux quand même pas qu'on te file de l'argent pour aller taguer les murs en ville, quoi ». Donc, je suis reparti la queue entre les jambes, mais toujours aussi motivé. Je me suis dit « bon, ok ». Je vais leur prouver que je vaux mieux que ça. Et puis, en 2004, un projet se monte avec une municipalité dans le sud de La Réunion. Ils me donnent carte blanche dans la ville. Ah, c'est royal. Pour tout graffeur c'est un rêve, quoi, de graffeur de se dire, voilà, mon gars, tu as le champ libre dans la ville. Sauf que le rêve a vite tourné au cauchemar, puisque dès la première intervention, un mec est sorti du bâtiment, a commencé à m'engueuler, et il m'a sommé d'arrêter. J'ai essayé d'avoir l'interlocuteur, il avait disparu tout d'un coup, il était hors département. Bon, et de fil en aiguille, 3 jours après, le mur avait été effacé. Je me dis, mais il y a quand même un problème, quoi. Ça fait des années que je peins dans la rue, je n'ai jamais été nettoyé. Le seul jour où j'ai un papier officiel pour me dire que je peux peindre un mur, on va me l'effacer. Il y a quand même un paradoxe. C'est pas grave, j'abandonne le projet, je continue à faire ce que j'ai toujours aimé faire. En 2007, vous devez certainement vous en souvenir, Gamed passe par là et détruit. J'ai dû louper quelques photos, excusez-moi. Voilà, ça c'était quelques interventions. Hop, hop. Très intéressant, voilà. Là j'en suis où? Voilà, ça doit être celle-ci.
Et donc en 2007, Gamète passe par là et détruit une partie du pont de la rivière Saint-Étienne. Gros traumatisme pour les Réunionnais, et moi le premier, puisque habitant dans le sud, on était un petit peu bloqués. Et des travaux se mettent en route, etc. Et ce pont reste là figé, sans que personne soit encore intervenu dessus. Et je me dis, c'est quand même un bon spot, il va falloir que je fasse quelque chose. Et à 3 jours de l'inauguration de la petite route qui passait en contrebas, je pars avec un pote, avec les échelles, la peinture, etc. On part de nuit. Malheureusement, le site était encore gardienné. Mais on arrive quand même à passer à travers les mailles du filet. On fait ce qu'on a à faire pendant une bonne demi-heure. Au moment de finir, on passe vite un petit éclairage pour voir si on n'a rien oublié sur la zone. Et bien sûr, en tournant la tête, le 4x4 qui fonce sur nous pour venir nous cueillir. On lâche tout le matériel, on se barre dans la rivière. Et il n'arrive pas à nous récupérer, bien sûr. Moi, je perds tout mon matériel, mais ça, c'est pas très grave au final. Je reviens quelques jours plus tard, puisque j'avais oublié j'avais pas eu le temps surtout de poser les traces du poulet qui courait sur ce pont. Voilà. En 2009, suite au refus de la région de me laisser peindre sur le barrage, le contrefort de la nouvelle route des Tamarins, j'organise un commando en fait, avec 14 personnes. On part de nuit, j'achète pour 2 500 € de matériel. On a échelle encore, perche télescopique. On va s'attaquer à un mur qui fait 70 mètres de long sur 20 mètres de hauteur pour la partie la plus haute. On y passera donc la nuit. Ça fera grand bruit, scandale, à la radio, dans la presse. Moi, je fais le mort. Et comme j'avais monté un truc avant pour demander l'autorisation, forcément la région est venue me voir et m'a envoyé un courrier me menaçant de porter plainte. Je vous passerai les péripéties. Finalement, l'histoire s'est bien terminée. Merci à eux. Quelques temps plus tard, je reçois un coup de fil. Monsieur Jace, nous allons inaugurer le nouveau pont de la rivière Saint-Étienne, et il y a un pylône test à côté, et c'est bizarre, vous n'avez encore rien fait dessus, quoi. Ok, là je ne sais pas trop quelle attitude adopter. Est-ce que ça vous dirait de vous exprimer dessus? Oui, bien sûr. Je connais peu de monde dans la salle qui aurait refusé à ma place. Donc je fonce et je mène ce projet à bien. Il rencontre un certain succès auprès du public. Merci. Fort de ce succès, dernièrement, on m'a recommandé l'entrée de Saint-Denis sur le tunnel du littoral. Donc, malgré toutes ces commandes officielles, en fait, je tiens toujours à garder cet anonymat. C'est pour ça que je suis un peu bizarre ce soir, vous voyez, avec cet accoutrement, mais bref. Ce qui me permet toujours de garder le côté un petit peu illégal et de pouvoir continuer à peindre dans la rue librement. Et c'est ce qui continue en fait un petit peu à me faire vibrer. C'est-à-dire que quand je suis à l'extérieur, à l'étranger, les gens ne connaissent ni Jace ni les Gouzous, et je deviens vulnérable comme je l'étais au début en fait. Donc c'est-à-dire que si je me fais prendre en train de faire une peinture, je serai quelqu'un de lambda et on va m'embarquer. Et c'est cette adrénaline-là qui continue à m'intéresser, qui continue à me faire vibrer 25 ans après donc de peinture. J'en veux pour exemple il y a quelques mois où je me suis fait arrêter en métropole. Je ne dis pas que j'aime bien me faire arrêter, je vous rassure, mais voilà. Il y a 3 jeunes policiers qui débarquent et qui me voient en train de peindre, qui me disent « Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites ça souvent ?» Je dis « Oui, c'est mon métier. » Donc là... voilà. Et puis finalement, encore une fois, ça se termine bien. Merci à eux. Excusez-moi, cette course effrénée m'a donné vraiment soif. Dernièrement, vous avez dû également entendre parler d'un événement qu'il y a eu dans le Sud, où j'avais mené une action avec des malentendants. Enfin, j'avais participé, c'est pas moi qui avait organisé, mais j'avais participé à une action avec des malentendants pour pouvoir réaliser 2 fresques, en fait, avec l'autorisation et la bénédiction de la mairie. Ils avaient même commandé des vidéastes pour venir nous filmer, tout ça, quoi, tout va bien. Et puis, moi, j'étais à Madagascar, on m'envoie un mail, ou je ne sais plus si je le découvre sur les réseaux sociaux. En fait, le mur a été tout simplement effacé par le service anti-tag. Mais j'ai rien compris, quoi. Encore une fois, on a l'autorisation et tout. Tous mes autres murs, ils restent en place. Et celui-ci, où j'ai l'autorisation. Bon, à la différence de la fois précédente, je reçois quand même un courrier du responsable qui tient personnellement à s'excuser et qui me dit qu'à l'avenir,
il fera en sorte que son service puisse différencier les tags et les fresques murales. Bon. À croire qu'il y a une évolution excusez-moi, des mentalités. C'est vrai que maintenant, la presse parle pas mal du graffiti, ou plutôt du street art, ça fait mieux. Les galeries et les musées s'emparent un petit peu du phénomène. Les communes et les municipalités passent des commandes publiques. C'est tant mieux. Après, la bataille n'est pas complètement gagnée. Aux États-Unis, l'année dernière, il y a un artiste qui s'appelle Reebok qui exposait au musée d'art contemporain de Los Angeles et s'est fait interpeller en même temps et a pris 6 mois de prison. En France, dernièrement, il y a Boris, un Bulgare, qui s'est fait également interpeller. Incitation à la dégradation, il a pris 4 mois de prison. La législation est telle que si on vous prend en train de peindre sur un mur, ça reste un délit, et vous encourez 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Voilà. Donc, dans mon cas, je vais dire que je vis entre 2 espaces de création, la légalité et le clandestin. Mais par contre, je constate que dans la société, la perception de ce qui est légal, de ce qui ne l'est pas, a beaucoup évolué et dans le bon sens. À partir de là, si le Gouzou a pu, à un moment donné, contribuer à ce processus, j'en serais très heureux. En tout cas, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que si je suis là aujourd'hui et le Gouzou connaît un succès tel qu'il est, c'est surtout grâce à vous, le public, et je vous en remercie.